Il existe quelque chose que les moines tibétains savaient sur la solitude 1000 ans avant que la psychologie occidentale n'invente un mot pour la désigner. Ils savaient que la solitude existe en deux formes. Et ces deux formes ne sont pas simplement des degrés différents d'un même sentiment, elles fonctionnent de manière opposée. L'une détruit lentement l'être humain de l'intérieur, jour après jour, sans qu'on s'en rende compte, comme l'eau qui creuse la pierre. L'autre, et c'est ce qui étonnait tous ceux qui venaient me voir, restaure. Elle rend la personne plus entière qu'elle ne l'était avant de se retrouver seule. Je m'appelle Tenzin Dorje. J'ai passé plus de 20 ans en retraite solitaire dans les montagnes. Quand mes élèves me demandaient comment je supportais autant de temps sans les autres, je leur répondais toujours la même chose. Je n'ai jamais été seul dans le sens où vous entendez ce mot. J'étais seul, mais c'est une toute autre chose. Je veux te poser quelques questions maintenant avant d'aller plus loin. Quand tu te retrouves seul, tu sens que le temps pèse, qu'il faut le remplir de quelque chose, le placer quelque part, le traverser jusqu'au lendemain. Peut-être que tu te réveilles le matin et que la première chose qui arrive n'est pas une pensée sur ce que tu vas faire, mais simplement ce poids de savoir que la journée est vide et que personne ne t'attend. Ou tu remarques que la solitude te tire vers le bas, pas brusquement, mais lentement, comme si quelque chose à l'intérieur s'éteignait peu à peu, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Si au moins une de ces questions t'a touché, ce dont je veux parler aujourd'hui te concerne directement. Parce que tout ce que tu viens de ressentir, ce sont les signes de la première forme de solitude, celle qui détruit. Et la plupart des gens vivent en elle pendant des années, non pas parce qu'il n'existe pas d'issue, mais parce qu'ils ignorent que la deuxième forme existe, et ils ne savent pas comment y accéder. C'est de cette transition que je veux te parler aujourd'hui. Mais avant d'arriver aux pratiques, il y a quelque chose d'important à comprendre, parce qu'on ne peut pas travailler sur une douleur sans savoir d'où elle vient. Quand la maison devient silencieuse, vraiment silencieuse, comme ça arrive quand les enfants sont partis depuis longtemps, quand le compagnon est parti ou a disparu, quand les vieux amis ont disparu l'un après l'autre, il se passe une chose que peu de gens remarquent à temps. Les journées perdent leur forme. Avant, la journée tenait grâce aux autres. Quelqu'un t'attendait à table, quelqu'un appelait à une heure précise, quelqu'un avait besoin de ce que toi seul pouvais donner. Et ce réseau de présence, c'était le squelette invisible qui maintenait le temps debout. Tu ne le remarquais pas quand il était là, tu le remarques seulement maintenant qu'il n'est plus. Et c'est là que commence ce que je disais toujours à mes élèves. Ce n'est pas le silence qui fait souffrir, c'est de ne pas savoir quoi faire avec le silence. Et dès que tu comprends cette différence, un espace s'ouvre devant toi, un endroit vers lequel avancer. C'est de là que commence la conversation sur les deux formes de solitude et sur celle qui vit en toi en ce moment. Il existe une façon très simple de comprendre dans quel type de solitude tu vis en ce moment. Pose-toi cette question. Que fais-tu quand tu te retrouves seul? Pas ce que tu penses faire, mais ce qui se passe vraiment pendant ces heures où la maison est silencieuse et personne ne vient. La plupart des gens, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, découvrent la même chose. Ils attendent. Pas consciemment, pas intentionnellement, mais ils attendent. Ils vérifient leur téléphone sans raison. Ils allument la télévision non pas parce qu'ils veulent regarder quelque chose en particulier, mais parce qu'il faut un son dans la pièce. Ils remettent les choses à plus tard, à ce moment où quelqu'un viendra, où quelque chose se passera, où la journée cessera d'être aussi vide. C'est ça, le premier type. La solitude de l'attente. La personne qui y vit mesure le temps non pas par ce qui se passe, mais par ce qui ne se passe pas. Chaque heure sans appel est une heure perdue. Chaque journée sans visite est une journée qu'il fallait traverser d'une façon ou d'une autre. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, la personne cesse d'être maître de son propre temps. Elle devient l'otage de la présence des autres. Ce type de solitude est dangereux non pas parce qu'il est douloureux, il est dangereux parce qu'il se nourrit de lui-même. Plus tu restes chez toi, moins tu as envie de sortir. Moins tu sors, plus le monde dehors te semble étranger.
plus il te semble étranger, plus tu te refermes à l'intérieur, et un jour, 4 murs deviennent tout ton monde. Et un monde qui s'est rétréci à 4 murs, ce n'est plus une vie, c'est une attente qui ne finit jamais. Tu peux te reconnaître dans tout cela à travers quelques signes. Si tes journées sont devenues sans forme et que tu ne sais pas comment les remplir. Si le sentiment de n'être utile à personne est devenu un fond sonore qui ne disparaît pas. Si tu as remarqué que tu sors de moins en moins et que chaque fois cela demande de plus en plus d'efforts. Tout cela dit une seule chose, tu vis dans le premier type. Et plus tu y restes, plus il est difficile d'en sortir. Mais une sortie existe, et elle ne commence pas par une grande décision ni par un changement brutal. Elle commence par comprendre ce que peut être le deuxième type et pourquoi il est accessible pour toi, comme il l'a été pour tous ceux qui sont venus me voir avec cette douleur. Le deuxième type de solitude, la plupart des gens ne l'ont jamais vécu, non pas parce qu'il est rare ou inaccessible, mais parce que toute la vie était organisée de telle façon qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour lui. Quand les enfants étaient là, il remplissait le temps. Quand il y avait un travail, il donnait un rythme et un sens. Quand le compagnon était présent, sa présence était l'air qu'on respirait sans le remarquer. Et la personne ne se retrouvait jamais seule avec elle-même assez longtemps pour découvrir ce qu'il y avait là. Et puis tout a changé. Et le silence qui est arrivé s'est révélé inconnu, presque hostile. Mais voilà ce qu'il est important de comprendre. Ce silence n'est pas un ennemi, c'est simplement un étranger. Et comme avec tout étranger, la première rencontre fait peur, la deuxième déjà moins. Et puis vient un moment où on comprend qu'il n'y avait rien à craindre. Le deuxième type, c'est la solitude de l'habitation. La personne qui y vit n'attend pas la fin du silence. Elle vit à l'intérieur de lui. La journée a une forme non pas parce que quelqu'un de l'extérieur la crée, mais parce qu'elle la crée elle-même. Le temps lui appartient, non pas comme un fardeau à porter, mais comme un espace dont elle peut disposer. Ce n'est pas du détachement ni de l'indifférence envers les autres. La personne dans le deuxième type ressent le manque des proches tout autant qu'avant. Elle veut des appels, elle est heureuse des visites. Mais son état intérieur ne dépend plus du fait qu'ils viennent ou non. Sa journée ne s'effondre pas parce que le téléphone se tait. Quand j'en parlais à mes élèves, ils posaient toujours la même question. Comment y accéder? Que faut-il faire pour cesser d'attendre et commencer à habiter? La réponse que je donnais étonnait toujours par sa simplicité. Pas de grand effort, pas de talent particulier pour la solitude. Seulement quelques petites actions concrètes. Répétées chaque jour, sans précipitation, sans attendre un résultat rapide. C'est justement de cela que je veux te parler maintenant. La première chose que je disais à mes élèves quand ils venaient avec cette douleur, commence par l'heure. Fixe 1 heure de lever et tiens-la chaque jour. Pas à peu près, pas quand ça sera possible, mais précisément. Comme si quelqu'un d'important t'attendait. Parce que c'est le cas. Cette personne importante, c'est toi. Fixe 1 heure pour le petit déjeuner, 1 heure pour la promenade, du temps pour quelque chose qui demande les mains, préparer à manger, ranger une pièce, arroser une plante, du temps pour la lecture, 1 heure pour dormir. Quand la journée prend une forme, même inventée par toi-même, quelque chose change. Elle commence à se sentir comme la tienne, non plus comme un espace vide qu'il faut traverser jusqu'au lendemain matin. La deuxième chose, un petit mouvement vers l'extérieur chaque jour. Pas un événement, pas un effort, pas un objectif. Juste sortir. Aller chercher du pain à pied, s'asseoir sur le banc le plus proche. Aller au marché non pas parce qu'il faut acheter quelque chose, mais parce qu'il y a des voies et du mouvement. À l'église, si tu as l'habitude d'y aller. Peu importe où. Ce qui compte, c'est que tu aies ouvert la porte et fait un pas dans le monde. Ce pas chaque jour empêche le monde de se rétrécir à la taille de ta pièce. La troisième chose, trouve quelque chose de vivant qui dépend de toi. Une plante sur le rebord de la fenêtre, un chat qui t'attend le matin, quelques pots d'herbes aromatiques sur le balcon, une voisine qui a du mal à aller faire ses courses. On tient debout non pas grâce à la nourriture ni au sommeil,
On tient debout grâce au sentiment que quelque chose dépend de nous, que sans nous, quelque chose n'arriverait pas. Quand ce sentiment est là, la journée a un fondement, discret mais réel. Et la dernière chose, chaque soir avant de dormir, 3 choses. Ce que tu as fait aujourd'hui, même la plus petite. Ce qui a été difficile, honnêtement, sans te battre contre toi-même. Et une petite chose que tu attends demain, même si c'est simplement le café du matin près de la fenêtre. Celui qui a appris à terminer sa journée avec cette conversation avec lui-même ne s'endort pas dans le vide. Il s'endort dans une présence, dans sa propre présence. La solitude ne disparaîtra pas complètement. Ce serait malhonnête de promettre le contraire. Tu ressentiras le manque des gens. Tu voudras que le téléphone sonne plus souvent. Tu attendras des visites qui n'arrivent pas toujours. Tout cela restera. Et c'est normal, parce que tu es un être humain, pas un moine dans les montagnes. Mais voilà ce qui change quand tu passes du premier type au deuxième. Ta journée cesse de dépendre du fait que quelqu'un appelle ou non. Le silence cesse d'être une punition et devient un espace qui t'appartient. Tu découvres que tu peux vivre une journée qui a de la valeur, non pas parce que quelqu'un est venu la remplir, mais parce que tu l'as remplie toi-même. C'est ça la transition. Pas spectaculaire, pas rapide, mais réelle. Ceux qui l'ont traversée disaient tous la même chose. Ils n'étaient pas devenus indifférents aux autres. Ils n'avaient pas cessé de désirer la proximité, mais ils avaient cessé d'être otages de la présence des autres. Et dans cette liberté, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu, une légèreté, celle qui manquait depuis si longtemps. Les petites pratiques dont on a parlé aujourd'hui, l'heure du lever, le pas dehors, quelque chose de vivant qui t'attend, les 3 choses avant de dormir. Elles semblent insignifiantes, mais ce sont elles qui, jour après jour, reconstruisent le fondement. Silencieusement, sans grands efforts. Commence par une seule, la plus simple. Celle qui te semble la plus accessible maintenant. Si quelque chose dans cette conversation t'a touché, écris dans les commentaires un seul mot, ici, juste pour marquer que tu étais dans ce moment et que quelque chose en toi a répondu. Lis ce que les autres écrivent. Réponds à quelqu'un si tu en as envie. Parfois, un mot échangé entre 2 inconnus qui se trouvent au même endroit, au même moment, vaut plus que beaucoup d'autres choses. Et si tu sens que ces pratiques ont besoin de devenir une structure quotidienne, pas une vidéo qu'on regarde et qu'on oublie, mais un accompagnement jour après jour, tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. À la prochaine vidéo, mon ami. La compagnie qui ne t'abandonnera jamais, elle est déjà en toi.